Prends ton gosse et tire-toi en enfer. Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience avec une telle violence que même la greffière s'arrêta d'écrire un instant. Mon mari ne l'avait pas chuchoté, il voulait que tout le monde entende. Je gardai les yeux fixés sur la table en bois verni devant moi, faisant semblant d'étudier les infimes rayures à sa surface pendant que la juge lui demandait calmement de baisser d'un ton. Notre fille, Léa, était assise à côté de moi, sa petite main serrant la manche de mon blazer comme si c'était la seule chose solide dans cette pièce. Marc avait déjà déversé tout ce qu'il avait sur le cœur ces derniers mois, que j'étais inutile, que je n'avais jamais rien apporté de concret, et que la maison, l'entreprise et les économies étaient le fruit de son seul travail. Aujourd'hui devait être l'audience finale au tribunal judiciaire de Paris. Quelque chose de rapide, de net, juste de la paperasse et des signatures. C'est du moins ce qu'il croyait. Je levai enfin les yeux quand son avocat commença à énumérer les biens qu'il comptait conserver. Mon mari s'adossa à sa chaise, confiant, presque détendu, comme quelqu'un qui avait déjà gagné avant même le verdict. La juge écoutait en silence. Puis, elle ouvrit un document scellé qui n'avait été remis au tribunal que le matin même. L'atmosphère dans la salle changea légèrement lorsqu'elle ajusta ses lunettes, et c'est à ce moment-là que tout bascula. Car le document qu'elle s'apprêtait à lire n'était pas destiné à mon avocat. C'était le testament de quelqu'un dont mon mari pensait qu'elle m'avait totalement oublié. L'assurance de Marc avait toujours été sa plus grande force et son plus grand angle mort. Pendant que la juge parcourait le document, il se pencha vers son avocat et lui murmura quelque chose qui les fit sourire tous les deux. Il croyait toujours que cette audience n'était qu'une formalité, la dernière étape pour m'évincer de la vie que nous avions construite ensemble. Pendant des mois, il avait répété le même récit à qui voulait l'entendre, que j'étais dépendante de lui, que je n'avais jamais travaillé un seul jour de ma vie, et que le cabinet de conseil qu'il avait lancé il y a 5 ans était entièrement sa réussite. Peu importait que j'aie passé des années à gérer la comptabilité depuis la table de notre cuisine tout en élevant notre fille. Rien de tout cela ne comptait dans sa version des faits. La salle d'audience devint étrangement silencieuse alors que la juge tournait la première page du document. Mon mari tapotait impatiemment son stylo contre le bureau. « Madame la juge », dit poliment son avocat, « nous avions cru comprendre que les déclarations financières avaient déjà été finalisées. » La juge ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle leva les yeux et me regarda directement pendant un instant, sans confusion ni scepticisme, juste d'un air pensif. Puis elle baissa de nouveau les yeux vers le papier. « Ce document, dit-elle calmement, a été déposé tôt ce matin par le notaire en charge de la succession de feu Éléonore de Vigny. » Mon mari fronça légèrement les sourcils. Il n'avait jamais entendu ce nom auparavant, mais moi si, et soudain, la pièce me sembla un peu plus étroite. Mon mari s'agita sur sa chaise, visiblement agacé désormais. Cette audience était censée être prévisible et efficace, quelque chose qu'il pourrait terminer avant sa réunion de l'après-midi. Au lieu de cela, la juge continua sa lecture. Le notaire de Madame de Vigny a transmis des documents confirmant une désignation de bénéficiaire finalisée 3 semaines avant son décès. L'avocat de mon mari haussa un sourcil. Madame la juge, je ne vois pas le rapport avec la procédure de divorce. La juge tourna calmement une autre page. Le rapport est évident, dit-elle, car le bénéficiaire désigné ici présent est dans cette salle d'audience. Un léger murmure parcourut les derniers rangs où siégeaient quelques observateurs et des stagiaires en droit. Marc jeta un coup d'œil rapide autour de lui, confus, puis se rassit avec un petit rire méprisant. Sûrement une erreur administrative, marmonna-t-il entre ses dents, mais je sentis mon pouce accélérer. Éléonore de Vigny n'avait plus fait partie de ma vie depuis des années. La plupart des gens dans cette salle n'avaient jamais entendu son nom. Mais il y a longtemps, elle avait été ma mentor. C'était à l'époque où je travaillais encore dans un grand cabinet d'audit financier avant de tout quitter pour soutenir l'entreprise de mon mari à plein temps. La juge joignit ses mains sur le bureau. La succession s'élève à environ 30 millions d'euros, poursuivit-elle. Le silence devint total. Le stylo de mon mari s'arrêta de tapoter, lentement, très lentement, sa tête se tourna vers moi. Pour la première fois de la matinée, Marc parut incertain, ni en colère, ni arrogant, juste hébété. 30 millions d'euros ont le don de changer l'atmosphère d'une pièce.
Son avocat se rapprocha de la juge. Madame la juge, je suppose que le bénéficiaire répertorié est un parent ou une organisation caritative? La juge secoua légèrement la tête et relut le document. L'unique bénéficiaire nommé dans le testament est, elle marqua une brève pause, la demanderesse dans cette affaire. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers moi. Mon mari sia une fois, puis deux, comme s'il n'avait pas bien entendu. C'est impossible, dit-il à voix basse, l'assurance dans sa voix s'étiolant. Mais la juge continua calmement. Madame de Vigny a mis à jour ses documents successoraux 3 semaines avant son décès. Selon la lettre d'accompagnement, elle souhaitait s'assurer que la personne qui l'avait soutenue durant la période la plus difficile de sa carrière soit protégée. Mon mari fronça les sourcils plus fort. Il essayait de relier des morceaux de ma vie qui n'avaient jamais eu d'importance pour lui auparavant. Des années plus tôt, quand le cabinet d'Éléonore de Vigny avait failli s'effondrer lors d'une enquête réglementaire, j'étais restée tard chaque soir pour l'aider à réorganiser les dossiers financiers de l'entreprise. Pas pour l'argent, juste par loyauté. La juge ferma le dossier. Et légalement, ajouta-t-elle, cet héritage lui appartient en propre. Et soudain, l'équilibre de ce divorce ne ressemblait plus du tout à ce qu'il était. L'avocat de mon mari fut le premier à se reprendre. Madame la juge, dit-il prudemment, cet héritage est peut-être un bien propre, mais il ne devrait pas affecter la division des actifs matrimoniaux déjà établis. Son ton était professionnel, mais le regard rapide qu'il lança à mon mari disait tout, la donne avait changé. Mon mari se pencha en avant, il n'était plus du tout détendu. Son sourire narquois avait complètement disparu. Pendant des mois, il avait été certain que je sortirais de ce divorce avec presque rien. Le récit qu'il avait construit, selon lequel j'avais peu contribué et que je dépendais de lui, avait fonctionné parfaitement dans les négociations jusqu'à cet instant précis, car maintenant, la salle me voyait différemment. Je n'étais plus la femme effacée qu'il avait passé l'année à mépriser. La juge feuilleta une autre section du dossier. En fait, dit-elle calmement, ce développement affecte certaines revendications présentées plus tôt dans cette audience. Mon mari fronça les sourcils. Comment ça? La juge le regarda droit dans les yeux. Vos conclusions soutenaient à plusieurs reprises que votre épouse manquait d'indépendance financière et dépendait entièrement de vos revenus. Il s'agita, mal à l'aise. Cette affirmation, continua-t-elle, était au cœur de plusieurs demandes formulées par votre équipe juridique concernant la garde de l'enfant et la prestation compensatoire. L'avocat de mon mari referma lentement son carnet, car l'argument sur lequel ils avaient bâti toute leur stratégie venait de s'effondrer. Pendant des mois, mon mari avait répété la même hypothèse insidieuse dans chaque réunion, chaque document, chaque argument, que je finirais par céder, que la pression me rendrait désespérée. Et les gens désespérés font des erreurs. Mais quelque chose de subtil avait changé dans la salle désormais. Ce n'était ni bruyant, ni théâtral, juste un changement discret dans la façon dont tout le monde me regardait. La juge se pencha légèrement en avant. La lettre de Madame de Vigny comprenait une note additionnelle adressée à ce tribunal. L'avocat de mon mari se redressa immédiatement. Madame la juge. Elle leva une deuxième feuille de papier. Cela explique pourquoi elle a choisi ce bénéficiaire. Le silence retomba sur la salle. Selon la lettre, poursuivit la juge, lors de l'enquête financière sur le cabinet de Vigny, la bénéficiaire a refusé un paiement important proposé par une autre firme en échange de données financières confidentielles. Mon mari se tourna de nouveau vers moi, mais cette fois il n'y avait aucune irritation dans son expression, seulement de la curiosité et autre chose, de l'inquiétude. La juge plia soigneusement la lettre. Elle a écrit que l'intégrité est une vertu rare et que quiconque est capable de protéger le gagne-pain de quelqu'un d'autre sous la pression protégerait probablement son propre enfant avec la même ferveur. La juge regarda alors directement mon mari. Ce qui nous amène, dit-elle calmement, à la demande de garde exclusive que votre équipe juridique a déposée. Et soudain, la partie de cette audience qu'il pensait avoir déjà gagnée était remise en question. L'avocat de mon mari se racla la gorge. Madame la juge, la discussion sur la garde était basée sur la stabilité financière et les conditions de vie. Mon client voulait simplement s'assurer que l'enfant bénéficierait du meilleur environnement possible. Cela semblait raisonnable. C'était la partie habile de leur stratégie.
Rien de ce qu'ils avaient écrit sur papier ne paraissait cruel, juste pragmatique. Mais la juge avait écouté attentivement toute la matinée. Elle s'adossa légèrement dans son fauteuil. Pendant plusieurs semaines, dit-elle, vos écritures ont décrit à plusieurs reprises la mère comme étant financièrement dépendante et incapable d'assurer une stabilité à long terme. Mon mari fixait maintenant le bureau, son assurance de tout à l'heure s'étant envolée. La juge continua calmement. Pourtant, le tribunal dispose désormais de preuves documentées qu'elle a géré les opérations financières d'un cabinet de conseil sous enquête fédérale, qu'elle a refusé une compensation contraire à l'éthique durant ce processus. Et qu'elle vient d'hériter d'un patrimoine propre légalement distinct. Un silence pesant suivit. Puis, la juge ajouta quelque chose qui fit de nouveau basculer l'atmosphère. La stabilité ne se mesure pas seulement à l'argent. Mon mari leva lentement les yeux. Elle se mesure aussi au jugement. Son avocat n'interrompit pas cette fois-ci, car le tribunal pouvait maintenant voir clairement ce qui était invisible auparavant. La personne qu'il avait passé des mois à dépeindre comme faible avait discrètement fait preuve de plus de discipline que quiconque dans cette pièce. La juge examina les derniers documents en silence avant de reprendre la parole. Les décisions de garde, dit-elle avec précaution, sont fondées sur le bien-être à long terme de l'enfant. La stabilité financière compte, mais le caractère, le jugement et la constance comptent tout autant. Mon mari restait immobile, pas vaincu, mais juste plus silencieux qu'auparavant. Pour la première fois depuis le début de la procédure de divorce, il n'essayait pas de contrôler la pièce. La juge signa la dernière page de l'ordonnance. La garde principale restera à la mère, dit-elle calmement, en faisant glisser le document vers la greffière. Les doigts de ma fille se serrèrent de nouveau autour de ma manche, mais cette fois, sa prise était différente, plus légère, comme si un poids énorme s'était enfin envolé. La juge nous regarda brièvement tous les deux. Le tribunal encourage les deux parents à aller de l'avant avec respect. Cet enfant mérite de la stabilité de chaque côté. Mon mari ne discuta pas. Il ne haussa pas la voix. Il fixa simplement le document sur le bureau comme si la matinée s'était déroulée d'une manière qu'il n'avait jamais prévue. Quand l'audience prit fin, les gens rassemblèrent calmement leurs dossiers et quittèrent la salle. Je pris la main de ma fille et me dirigeai vers la sortie. Pas triomphante, juste sereine. Car parfois, la vérité n'a pas besoin de faire de bruit pour tout changer.